moi, je me présente, je suis Anne-Claire, déléguée générale de la charte. Donc à mes côtés, il y a Isabelle Dubois qui est en charge des responsable des relations avec les adhérents et Nathalie Chambas, donc qui est notre juriste et qui, voilà, qui gère le service juridique de la charte, en freelance. Donc pour rappel, en effet, c'est vrai que la charte, à la fois, on est dans le paysage depuis longtemps puisque ça fait plus de 48 ans maintenant qu'on existe et parfois, c'est vrai qu'on ne connaît pas toujours en détail, les actions que l'on conduit. Donc c'est une association donc qui a une gouvernance, aujourd'hui qui a encore évolué depuis 2020 puisqu'on a une coprésidence qui est constituée, d'auteurs et d'illustrateurs jeunesse et des administrateurs. Donc aujourd'hui, on a un conseil d'administration de 17 administrateurs, auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, sachant qu'en réalité, on a plutôt des auteurs et autrices que des illustrateurs et illustratrices. C'est assez féminin, donc à l'image de cette rencontre, aujourd'hui. Dans les actions de la charte et historiquement, c'est vraiment ce qui a lancé cette association, c'est vraiment la mise en place du tarif charte, hein. Donc sur notre site, on retrouve, vous pouvez aller aussi sur le site pour voir toutes les actions que l'on fait et puis l'historique de la charte, mais c'est vraiment né autour de ce tarif charte, donc des auteurs et des illustrateurs qui se sont rendus compte qu'on les invitait, à leur charge sur des salons et donc ils ont mis en place ce tarif charte qui aujourd'hui est voté lors de chaque assemblée générale et qui est ensuite, reconnu auprès des institutions, du CNL, du ministère, de la fédération des salons, des organismes de gestion collective qui les appliquent, pour répondre aux différentes demandes de financement, subventions. Donc ça, c'est vraiment au fondement de l'association et puis c'est important parce que même dans d'autres secteurs, même en littérature générale, en bande dessinée, ce tarif charte, il fait référence et il permet en effet, en plus des revenus d'auteur, dont on va parler par la suite, lorsqu'on fait des rencontres, lorsqu'on se déplace, d'avoir un minimum garanti, de rémunération et puis de prise en charge aussi de ces défraiements. Donc ça, c'est assez fondamental. Aujourd'hui, la charte, bien sûr, c'est des adhérents, en plus de ce conseil d'administration, donc 1 400 adhérents, donc auteurs, illustrateurs, de jeunesse et donc que l'on représente et que l'on défend, donc qui cotisent et qui adhèrent, chaque année. On y reviendra plus tard et puis donc au sein de l'équipe, donc alors on a une 3e collègue qui n'est pas là, donc on est 3 salariés. Il y a une chargée de communication également. Donc et en plus de la juriste, on a Emmanuel Leroyer qui gère, toute la politique, d'action culturelle. Donc on a à la fois, en fait, des projets, politiques et militants. Donc ça, c'est vraiment des actions, que l'on conduit pour, améliorer, faire évoluer, enfin, autant que possible, les conditions de rémunération des auteurs. Isabelle aussi reviendra peut-être sur les questions aussi d'amélioration, en tout cas de suivi des changements et des évolutions sociales et fiscales autour du statut, d'artiste-auteur. Et puis on a tout un volet, d'actions culturelles, donc les actions culturelles, notamment avec le voyage à Bologne. On a fait une exposition l'année dernière pour les 10 ans qui permet de professionnaliser et de faire connaître de jeunes illustrateurs, illustratrices émergents. Donc on envoie, qu'on accompagne, qu'on forme jusqu'à la Foire internationale du livre de Bologne. Et puis on a aussi un équivalent du côté des auteurs-autrices avec le programme Émergence, qu'on a clôturé l'année dernière au Salon du livre de Montreuil, donc avec une douzaine d'auteurs et d'autrices. Là, c'était la 5e édition. Là aussi, qu'on accompagne à la fois pour rencontrer des éditeurs et puis aussi dans tout ce travail de professionnalisation sur comment défendre au mieux ses droits, c'est quoi un artiste-auteur aujourd'hui, comment rencontrer un éditeur. Donc on fait tout ce travail-là, nous, en amont. On travaille aussi avec la Fédération des salons autour des tutos qu'on va normalement avoir cette année aussi, en plus de comment accueillir un auteur en salon. On travaille aussi avec le Centre national du livre dans le cadre de Partir. Oui, oui, on fait beaucoup de choses avec peu de personnes. Dans le cadre de Partir en livre, donc les résidences d'été, l'année dernière, on a coordonné le travail. Donc Emmanuel Leroyer a travaillé sur ce projet de 50 résidences de colonies de vacances de centres aérés dans lesquels en fait des auteurs, des illustrateurs jeunesse de la charte sont intervenus dans le cadre de Partir en livre qui est géré par le Centre national du livre. Et puis, on a aussi des programmes, comme dans les petits papiers où on met en avant, je crois, on est à plus de presque 50 portraits qui sont en ligne, où on met en avant aussi nos adhérents tous les ans dans des portraits vidéo, des portraits écrits. Donc il y a ce travail aussi de valorisation et puis le répertoire aussi qui est très important, le répertoire de la charte.
sur laquelle aussi on peut se référer, et retrouver nos membres, les contacter, voir leurs publications. Et sur notre site aussi, on fait tout un travail de recommandation aussi autour des contrats. On a des trousses juridiques pour rappeler aussi, les modalités, d'accueil, des auteurs, et puis on répond tous les jours. Alors ça, c'est beaucoup Isabelle qui le fait, aux diffuseurs, aux chartistes aussi qui ont des questions régulièrement sur, leurs déclarations, sociales, fiscales, et qui contactent beaucoup, beaucoup Nathalie aussi sur les contrats d'édition. Donc ce travail de conseil, il n'est pas forcément apparent aussi auprès des services publics et des partenaires, mais il est vraiment au quotidien, très important. Et de communication, là, on a lancé une campagne aussi aujourd'hui, donc pour, mobiliser, l'opinion et puis, nos partenaires. Les politiques aussi, on essaye autour de nos actions sur, la condition, du statut d'artiste-auteur, sur le fait que créer est un métier, c'est au cœur de nos actions, au quotidien. Bah, merci Anne pour cette, présentation générale. Isabelle, peut-être que tu peux, peut-être détailler un petit peu aussi ton activité, à la Charte? Alors moi, mon activité, elle commence avec, l'adhésion, hein, la personne qui veut adhérer à la charte et puis après avec, le suivi, c'est-à-dire, les questions sociales, fiscales, qui arrivent, rapidement et même souvent ça commence comme ça en fait. On va d'abord me poser des questions et puis ensuite on va adhérer parce qu'on se rend compte, enfin l'auteur va vite se rendre compte qu'il a besoin de soutien et de comprendre comment fonctionne, l'écosystème. Peut-être que je peux dire un mot sur comment il faut adhérer à la charte. Qui peut adhérer à la charte? Des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, des traducteurs aussi, de littérature jeunesse. Il suffit d'avoir publié, un ouvrage jeunesse pour, le faire, que ce soit à compte d'éditeur, à compte d'auteur et désormais aussi en auto-édition. La seule demande que nous faisons, c'est que ces ouvrages-là contiennent un numéro, ISBN. Voilà. Donc à partir du moment où on remplit ce critère, presque unique, enfin 2 critères, on va dire, la publication jeunesse et le numéro ISBN, alors on peut remplir un formulaire sur le site de la charte, c'est pas très compliqué, on fait une demande en ligne et puis voilà, la demande une fois qu'elle est validée, la personne, devient membre. Devenir membre de la charte, ça veut dire quoi? Ça apporte quoi? Ça, c'est une question qu'on peut souvent nous poser. Ça permet de rentrer dans une association qui va vous soutenir, hein, et qui va un peu vous guider, sur dans le chemin, de la professionnalisation. Hem, Ça veut dire qu'on va recevoir, une fois qu'on est membre, qu'on va recevoir toutes nos newsletters professionnelles, hein, c'est pas juste, bonne année une fois par an, non, c'est de manière régulière. On envoie, des newsletters sur l'URSSAF, sur la sécurité sociale des artistes-auteurs, sur tous nos projets culturels, les appels à candidature et cetera. Et puis, la personne pourra aussi figurer dans le répertoire de la charte. Sur notre site, on a une partie informative, mais on a une partie répertoire, assez conséquente. Chaque membre peut y développer sa fiche de présentation et ça, c'est important parce que c'est un outil qui est connu, et reconnu, de tous ceux qui invitent des auteurs. Donc, les salons, les médiathèques, les écoles, les enseignants ont l'habitude de passer par le répertoire pour chercher, à inviter un auteur, ou une autrice, dans leur établissement. Donc c'est une entrée, importante. Et puis, l'auteur membre, il va aussi, pouvoir bénéficier, des conseils, juridiques, de Nathalie ou de mes conseils, sociaux, fiscaux et cetera. Et une fois, qu'il a payé sa cotisation de 50 €, on ne lui demandera plus, d'argent, hein. On ne lui fera pas payer, la lecture d'un contrat ou ceci ou cela. Il y a quand même un intérêt, je pense. Aujourd'hui, on est à plus de 1 400 membres. Les gens sont plutôt, fidèles à leur association. Ils y trouvent un véritable intérêt. J'allais dire quelque chose que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Oui, il y a aussi la revue de la presse, la revue de presse, pardon, j'ai oublié. Angélique Brévaux, notre collègue, elle rédige une, revue de presse mensuelle sur, sur le milieu professionnel de la littérature, et de la littérature jeunesse, particulièrement. Voilà. Ensuite, peut-être Anne l'a rappelé, les tarifs de la charte. Les tarifs de la charte, c'est un peu le ciment, de l'association
Et ce qui fait aussi que les gens arrivent à la charte par ce biais-là, hein. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont écrit un livre, ils sont invités pour la première fois dans une école. Et là, même s'ils ne nous connaissent pas, on va leur dire vous êtes au tarif de la charte. Donc, ils vont se dire ouh là là, c'est quoi, c'est quoi? Et c'est comme ça qu'ils rentrent un petit peu dans le circuit. Donc, Anne l'a dit, tous les ans, on fait voter les tarifs de l'année à venir. Et les tarifs sont indexés sur le coût de la vie. C'est pour ça qu'ils sont réévalués chaque année au moment de l'Assemblée générale. On a des tarifs pour les interventions, les ateliers, mais on a aussi des tarifs pour les dédicaces. Donc, il y a deux types de tarifs. Et on a aussi des recommandations pour les e-rencontres qui sont en réalité au même prix pour nous qu'une intervention physique. Mais tout ça est quand même très expliqué sur notre site. Et on propose aussi un modèle de convention qu'on encourage à passer quand on est invité dans une institution pour mettre les choses à plat pour que tout le monde s'engage sur un tarif, un horaire, un nombre de rencontres, les conditions générales. Voilà, ça permet à l'auteur et à celui qui invite de clarifier les choses en amont de la rencontre. Et ça permet quand même que la rencontre soit plus apaisée. Et peut-être que je peux rajouter que sur le site aussi, il y a ce qu'on appelle l'outil magique, qui est une calculette très utilisée qui permet à la fois aux auteurs qui sont en bénéfices non commerciaux de pouvoir estimer les cotisations sociales qu'ils auront à reverser plus tard à l'URSSAF Limousin. Donc, ça les aide à provisionner. Mais il y a aussi la calculette avec une entrée traitement et salaire qui permet aux diffuseurs de savoir combien ils vont devoir reverser, de quel montant de cotisation sociale ils devront reverser à l'URSSAF du Limousin si l'auteur est précompté. Ok, merci Isabelle. Une petite question, du coup, c'est uniquement pour les auteurs jeunesse. Qu'en est-il des auteurs adultes et des auteurs et des illustrateurs et illustratrices adultes? Dans quel sens? Du coup, la charte, les adhérents de la charte sont uniquement des auteurs et des autrices Oui. jeunesse. Donc, est-ce qu'il existe un équivalent pour les auteurs et autrices adultes? Bien sûr, il existe la Société des gens de lettres qui existe depuis bien plus que 48 ans. Hein. Là, il n'y a pas de comparaison à avoir. Mais oui, après, il y a aussi parfois alors, nos auteurs, nos membres sont aussi un peu polyvalents. Hein. Il faut avoir publié en jeunesse pour être à la charte, mais évidemment qu'il ne faut pas faire que de la jeunesse, hein, ça, je le précise. Maintenant, quand on est un auteur uniquement de littérature générale, ben, évidemment, on se tourne vers la Société des gens de lettres parce qu'on ne pourra pas adhérer à la charte. Mais grosso modo, ce travail d'information, de soutien, il est similaire. Et par ailleurs, nous, on a souvent la question de la part d'éditeurs qui souhaitent faire venir des auteurs, soit dans le cadre de dédicaces ou de rencontres, dans le cadre d'une parution, par exemple, d'un titre, ou d'organisateurs de salons qui souhaitent inviter des auteurs. Et en fait, on se rend compte qu'il y a toujours une question qui se pose, alors ça va être une question peut-être plutôt pour Nathalie, de savoir comment les embaucher concrètement, comment ça se passe pour un éditeur, comment ça se passe pour un organisateur de salon pour inviter un auteur de jeunesse et faire en sorte qu'il soit invité, payé dans les règles de l'art. Alors ça, en fait, il y a deux types de demandes de la part des diffuseurs. C'est vrai que Anne l'a dit, je parle beaucoup au quotidien aux diffuseurs, ça c'est vrai, que ce soit des éditeurs, des organisateurs de salons, des associations, des mairies, voilà. Dès lors que les gens veulent inviter un auteur, ils vont nous contacter parce qu'ils vont se rendre compte qu'en parlant à l'auteur, ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce qu'ils doivent faire, ou ils se rendent compte aussi qu'il y a tellement d'auteurs et de manières de faire qu'ils ne savent pas tellement quel chemin prendre. Du coup, ils nous contactent pour qu'on leur explique comment. Ils vont s'adresser à Nathalie plutôt dans le cadre d'un contrat d'édition. C'est-à-dire que quand un éditeur peut avoir certaines questions ou éventuellement un problème avec un auteur sur l'interprétation d'une clause d'un contrat d'édition, là, c'est Nathalie qui va répondre.
Et moi, je vais répondre sur le côté comment inviter un auteur, comment le rémunérer, à qui déclarer les cotisations sociales, quels documents demander, c'est quoi la dispense de précompte, et cetera, et cetera. Et ça, c'est vrai que vraiment les diffuseurs ont l'habitude de nous contacter pour ça, hein, que ce soit des éditeurs ou des manifestations littéraires. Et Et pour, évidemment, ils peuvent, pardon Anne, ils peuvent le faire, hein, je les encourage à le faire, hein, au contraire, c'est une démarche plutôt saine que de vouloir comprendre. Et d'ailleurs, je tiens à dire que souvent, les diffuseurs, ils font l'effort de vouloir bien faire les choses, hein, donc c'est très Et bien. pour compléter ce que dit Isabelle, sur le site, il y a la rubrique Inviter un chartiste. Et l'année dernière, on a remis à jour un modèle de convention qu'on encourage à signer aussi dans le cadre de rencontres. C'était notamment avec des débats avec la Fédération des salons du livre jeunesse en cas d'annulation, dans le contexte actuel, etc. Donc, on a mis à jour avec Nathalie cette convention justement pour que ça réponde au mieux aux attentes et des diffuseurs, mais bien sûr, nous surtout pour les auteurs et illustrateurs, notamment sur des salons, des festivals qui sont financés en partie par le Centre national du livre et la SOFIA, qui demandent bien sûr qu'il y ait un respect du tarif charte et de la rémunération. Donc, c'est vraiment aussi tout un travail de pédagogie et de formation qu'on fait là-dessus. Et la SOFIA, on en reparlera aussi, mais ce sont des organismes de gestion collective et le Centre national du livre également. Encourage tous les acteurs et tous les diffuseurs à respecter les conditions d'accueil. Donc sur notre site, on rappelle aussi tous ces outils pour gérer au mieux l'accueil d'un auteur en rencontre. Merci Nathalie, on a perdu la caméra, je pense. Ah, alors attends. Oui, effectivement, elle a décidé de... Ah ben voilà. Et du coup, peut-être que tu peux expliquer un peu plus précisément aussi quel est ton rôle à la charte, puisque du coup, c'est un rôle juridique qui est assez central aussi. Alors moi, je suis la juriste de la charte, donc mon activité principale, c'est de répondre aux auteurs sur les questions qu'ils ont sur leur contrat. Là, il y a vraiment deux parties distinctes, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui m'appellent avant de signer leur contrat pour faire modifier des clauses, avoir des arguments de négociation, savoir comment s'adresser à l'éditeur et justifier leur demande, donc un peu les aguerrir à cette négociation. Et puis j'ai aussi, je dirais presque pour moitié, des demandes d'auteurs sur des contrats déjà signés, parfois des contrats assez anciens, pour savoir si et comment on peut renégocier un contrat, dans les cas les plus difficiles, comment on sort d'un contrat d'édition, dans quel cas c'est possible et quelle est la procédure à suivre, etc. Donc je fais tout cet accompagnement un peu quotidien sur la vie des livres. À travers la charte, on organise aussi des masterclass 4 à 5 fois par an qui sont des modules de 2 jours pour justement apprendre aux auteurs les contrats. Moi, ça fait 25 ans que je travaille en droit d'auteur. Je vois des progrès et dans la formulation des contrats et dans le fait que les auteurs lisent leurs contrats et essayent de les négocier, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 25 ans. Et donc là, pendant 2 jours, on revoit le contrat d'édition. Isabelle intervient aussi pour tout ce qui sont les questions fiscales, sociales, la reddition de comptes. Et on invite un auteur professionnel, qui a un peu d'ancienneté, qui vient faire un retour d'expérience et parler, lui, de sa pratique sur le terrain et de ses astuces de négociation de contrat. Et ça, on est en train de le développer aussi pour créer des partenariats entre la charte et les conseils régionaux du livre, par exemple, ou des masters en université, auxquels il manque souvent cet appui juridique qui essaye de le mettre en place. Voilà, donc ça, c'est mes deux activités principales. Et à titre accessoire, j'aide aussi la charte à renégocier ses conventions avec ses partenaires ou à envisager des négociations interprofessionnelles ou ce genre de choses. Voilà, donc contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a du juridique partout. Je suis un peu le couteau suisse du juridique, mais mon axe principal, c'est quand même de répondre directement aux auteurs et de les aider dans leur démarche, quoi. Et du coup, je rebondis là-dessus. Anne, tu as parlé de certains partenaires tout à l'heure. Du coup, comment s'inscrit du coup la charte dans le paysage? Donc, on a parlé du CNL, de la SOFIA.
Et du coup, Alors, les oui, bah, je peux te dire, nous, c'est vrai que enfin, après, lors de nos assemblées générales, c'est assez transparent, donc il y a nos fonds propres qui dépendent de nos adhésions des cotisations, mais qui ne couvrent pas l'ensemble de nos besoins pour mener nos actions au quotidien au sein de l'équipe, aussi pour financer les salariés et les freelances. Donc, on a des partenaires financiers et institutionnels. Donc, dans les partenaires financiers, on a notamment le ministère de la Culture, le Centre national du livre, les organismes de gestion collective aussi, puisque c'est aussi une de leurs missions de participer aux projets, à l'action culturelle et au soutien qui sont conduits par des associations comme la Charte. Donc, on les rencontre régulièrement, que ce soit du côté de l'écrit et aussi de tout ce qui est de l'illustré. Donc, on en a plusieurs aussi qui sont nos partenaires. Et puis, on a des partenaires, en effet, comme la Fédération du livre jeunesse, avec lesquels on réalise des contenus et qui ne sont pas forcément des partenaires financiers, mais aussi le Salon du livre et la Presse jeunesse de Montreuil. On a un système aussi d'échange pour animer notamment le comptoir des auteurs au Salon du livre et la Presse jeunesse de Montreuil, participer à leur formation. Et puis en retour aussi, on travaille étroitement avec eux. Donc on a des partenaires en région aussi, les centres régionaux du livre sur le voyage à Bologne. Donc on travaille étroitement avec eux. On en a entre 5 ou 6 chaque année qui valorisent après nos opérations et nos actions en région. Et puis, ça nous permet, nous aussi, d'avoir une visibilité sur l'ensemble du territoire. Et ça correspond aussi au fait qu'on a, nous aussi, nos adhérents qui sont partout répartis sur le territoire. Donc, je dirais, toute l'interprofession du livre et de la lecture sont nos partenaires. Et puis, comme on suit aussi toutes les politiques du livre et de la lecture, et ben, on s'aligne aussi sur des communications, notamment qu'on a pu conduire autour du Pass Culture, qui est un gros dossier, un gros projet que l'on suit parce que les artistes-auteurs s'inscrivent sur les plateformes pour pouvoir ensuite faire des rencontres via le Pass Culture, qui est une ressource financière importante aujourd'hui pour avoir des rémunérations, des rencontres d'auteurs, notamment du côté de l'éducation nationale. Et puis, je pensais à une autre structure avec lesquelles on intervient, en tout cas en relais. En tout cas, on a un relais d'information aussi des politiques aussi qui sont conduites dans ce cadre-là. Merci, bah, je pense qu'on comprend bien maintenant un peu le paysage de la charte et la façon dont vous fonctionnez. Du coup, nous, on a fait remonter quelques questions d'adhérents de Fontaine au Livre qui sont des éditeurs, des agents, voilà, et qui nous ont posé quelques questions que je vais vous poser un petit peu de brut en blanc. Alors, certaines, nombreuses sont celles qui s'adressent à Nathalie. Une question assez pratique, la fourchette de pourcentage acceptable en droit d'auteur pour les auteurs, autrices, illustrateurs jeunesse, où est-ce qu'elle se situe? Il y a tout un débat sur la question. Alors, il y a un vrai débat parce qu'il n'y a pas d'encadrement juridique ni d'encadrement qui serait fait par les accords interprofessionnels entre les syndicats, sociétés d'auteurs et sociétés d'éditeurs. Donc ça, c'est un peu à la libre négociation de tout le monde. Moi, la fourchette, ce que je recommande toujours aux auteurs, déjà, c'est de ne pas accepter un pourcentage, mais de toujours négocier des paliers. Parce qu'un palier, c'est un pari sur la réussite de l'ouvrage. Et que donc, très souvent, quand les livres sont réédités plusieurs fois au cours de la vie du contrat, c'est le signe que l'éditeur est en confiance, que le marché existe pour ce titre-là, et que donc il me semble naturel que l'auteur, comme l'éditeur, participe au succès de l'ouvrage. Donc déjà, c'est de négocier des paliers. Alors, la jeunesse, c'est souvent un peu le parent pauvre de l'édition. Ils sont souvent un peu moins bien rémunérés que dans l'édition générale. Alors, pas vraiment de justification à ça, puisque ils sont payés par un pourcentage sur le prix public hors taxe. Donc, c'est une variable qui est proportionnelle au prix de vente et qui est proportionnelle, du coup, aussi en référence à la rémunération de l'éditeur. Le principe, et ce que j'observe moi dans mes négociations avec les éditeurs, c'est qu'en gros, les éditeurs s'arrêtent à un plafond de 12% réparti entre auteurs de l'écrit et de l'image. Alors, ce n'est pas une règle absolue, il y a des éditeurs qui vont plus loin. Et le plancher, c'est là où se pose le problème, c'est que le plancher, il n'y en a pas vraiment, et que je vois passer un peu des contrats de toutes les couleurs.
Le plancher que moi je recommande, ce serait un partage de 8% entre illustrateur et auteur de l'écrit. Je vois beaucoup de contrats qui commencent à 3%, par exemple, et parfois moins. Parce que ce qu'il faut voir, et c'est pour ça que c'est important que les auteurs apprennent à maîtriser leurs contrats, c'est que les contrats sont très détaillés parce que c'est une obligation légale. On doit, dans un contrat, avoir la liste exhaustive des moyens d'exploitation envisagés et à côté de ça, la liste exhaustive des rémunérations qui sont attachées à chacune de ces exploitations. Et que très souvent, quand on fait vraiment bien attention, quand on relit ces contrats, les rémunérations ne sont pas forcément les mêmes par type d'exploitation. Souvent, je vois des éditeurs qui proposent, par exemple, des pourcentages diminués si jamais il s'agit d'une édition poche, par exemple, ou d'une édition collector, qui serait un peu plus, qui coûterait un peu plus cher à la fabrication. Donc, il faut que le plancher de rémunération sur l'édition principale, l'édition première de l'ouvrage, soit quand même cohérente et pas trop basse, parce que sinon, dès qu'on va partir dans ces sous-exploitations, on va se retrouver vraiment avec des rémunérations qui vont être trop faibles pour permettre à un auteur de vivre de sa plume et de vraiment pérenniser son activité, quoi. Donc je dirais 3-3, c'est le plancher le plus bas pour moi. Mais moi, je travaille pour une association de défense du droit d'auteur, donc forcément, je suis partisane sur ce sujet. Vaut mieux viser 4-4. Et puis surtout, prévoir des paliers avec les éditeurs en fonction du succès du livre. Oui, ce qui est intéressant, parce que du coup, c'est intéressant et pour l'auteur et pour l'éditeur, qui de toute façon a tout intérêt à ce que le livre fonctionne. Absolument. On pose aussi la question des avaloirs, si c'est quelque chose qui se pratique et quel est le montant des avaloirs qui sont proposés en règle générale. Alors, les avaloirs, c'est vraiment, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffre, tout le monde est très malin, personne ne veut, dans une négociation interprofessionnelle ou dans une loi, fixer une rémunération qui, dans certains cas, pourrait être beaucoup trop élevée ou dans d'autres cas, ridiculement basse. Donc ça, c'est vraiment un enjeu de négociation. Et il y a vraiment de tout, et la jeunesse, c'est quand même un panel d'œuvres très large et très différentes. Donc, c'est pas du tout la même chose d'écrire un livre premier âge ou de faire une bande dessinée, par exemple. Ça va aussi beaucoup dépendre de la notoriété des auteurs. Je dirais que s'il fallait mettre un chiffre, pour l'écrit, c'est entre, je sais pas, 500 et 800 € minimum, dépendant du type d'ouvrage. Pour l'image, ça dépend. Est-ce que j'ai fait la couverture? Est-ce que chaque page est illustrée? Est-ce que c'est une bande dessinée, etc. Donc ça peut être des sommes beaucoup plus importantes en illustration. Ça peut aller jusqu'à 8 000 € pour une bande dessinée quand on n'est plus à sa première en tant qu'illustrateur. Donc déjà, il y a une grosse différence entre l'écrit et l'image. Maintenant, c'est une différence. L'avaloir, c'est une avance sur les droits futurs. C'est pas un prix d'achat, c'est pas un prix de rémunération d'un travail comme un contrat de travail. Donc finalement, si vous voulez, si on part de l'idée que par exemple l'auteur et l'illustrateur vont chacun toucher au premier palier 4% de revenus sur le prix de vente du livre, si mon auteur de l'écrit il a touché 1 000 € et que l'illustrateur il a touché 6 000 €, on se dit l'illustrateur c'est plus sympa. En fait, il a touché son argent, il a touché de l'argent plus vite, plus tôt. Mais comme ils ont tous les deux 4% sur le prix de vente du livre, et en fait, l'éditeur va se rembourser de cette avance sur les premières ventes. Et donc, les auteurs vont commencer à percevoir de nouveaux droits quand ils auront remboursé cet avaloir. Donc, ça veut dire que, dans mon exemple, l'auteur du texte, il va rembourser son avaloir beaucoup plus vite, puisqu'il aura reçu que 1 000 €, alors que l'illustrateur qui a peut-être touché 6 000 €, lui, il va falloir qu'il amortisse 6 000 €, donc qu'il vende beaucoup plus de livres avant de voir venir d'autres recettes. En revanche, sur l'existence de l'avaloir, oui, les avaloirs, ça existe toujours, c'est même 95% des contrats que je vois passer. Alors, la loi n'impose pas à l'éditeur de payer un avaloir, donc c'est un axe de négociation. Si on ne perçoit pas d'avaloir, ça veut dire qu'on va toucher des revenus dès le premier livre vendu.
ça c'est à chaque auteur de considérer si ça vaut le coup ou pas. C'est toujours plus rassurant pour l'auteur de percevoir un avaloir. Et plus l'avaloir est haut, entre guillemets, plus on peut se dire que l'éditeur va investir dans des actions de promotion, va défendre le livre dans son réseau de distribution, etc. Parce qu'il va avoir besoin de récupérer cette somme pour rentrer dans ses frais de fabrication du livre. Alors que c'est vrai qu'un éditeur qui va payer 0 en avaloir, bon, bah, si le livre se plante, s'il vendait 0 exemplaire, bah, il aura perdu ses frais d'impression, et puis ses frais fixes de gestion de sa société, etc. Mais en tout cas, il aura déjà économisé cette part de l'auteur. Donc, je déconseille aux auteurs d'accepter des contrats sans avaloir, même si, bien sûr, dans certains cas particuliers, ça peut tout à fait être légitime, etc. Mais c'est toujours bien, surtout que les auteurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que les auteurs, ils sont vraiment dans une catégorie très à part de toutes les autres personnes qui travaillent. Parce qu'ils n'ont pas... moi, par exemple, je suis auto-entrepreneur, mais je suis payé un fixe chaque mois par la charte. Et si jamais j'engage d'autres actions supplémentaires, je vais négocier une rémunération supplémentaire avec la charte. Il y en a qui sont... Isabelle est en contrat salarié. Donc, qu'on l'appelle ou qu'on ne l'appelle pas, elle va toucher son salaire parce que la charte mobilise son temps toutes les semaines, toute l'année. Un auteur, qui soit illustrateur ou auteur de l'écrit, hormis le cas de commande, quand ils sont installés dans une relation avec un éditeur qui peut leur demander le tome 3 ou qui peut les appeler pour leur dire « je fais un ouvrage documentaire, on a déjà travaillé ensemble, etc. », ils vont avoir tendance à travailler sur fonds propres, donc ils travaillent entre guillemets gratuitement, et quand ils vont rencontrer un éditeur qui va prendre les droits sur leur livre, on ne va pas leur rémunérer ce temps de travail, on ne va pas leur rémunérer les corrections, on ne va pas leur payer un prix de vente, genre j'achète tes droits, on ne les rémunérera que si et quand le livre va se vendre. Donc c'est aussi pour ça que cet avaloir il est important, parce qu'il permet aux auteurs de vivre et de jongler avec plusieurs projets, alors que si je cédais mes droits sans avaloir, les éditeurs, très souvent, même quand ils vont avoir recours à un délai bien moindre, prévoient dans les contrats des délais de publication qui peuvent être très longs. Le plus souvent, je vois des durées qui vont entre 12 et 18 mois, entre le moment où ils ont reçu ou accepté le contenu du livre et le moment où ils s'engagent à publier. Si jamais ils font défaut pour une question ou une autre, là, il y a un mécanisme légal qui dit que l'auteur peut mettre en demeure l'éditeur de publier, mais le délai légal de cette obligation de publication, c'est de 6 mois. Donc ça veut dire que quand je signe mon contrat avec une date de publication à 18 mois, potentiellement, mon livre ne sera pas publié avant 24 mois. Et après, il va falloir que j'attende ma reddition de compte, qui viendra au mois de juin suivant. Donc l'avaloir, c'est quand même cette avance sur droit, c'est quand même quelque chose qui permet aux auteurs d'organiser leur vie professionnelle et puis accessoirement de faire les courses ou payer un loyer une fois de temps en temps en attendant les recettes d'exploitation du livre. Et sachant qu'on est d'accord que cet avaloir est non remboursable. Alors l'avaloir est non remboursable, c'est-à-dire que il est non remboursable si jamais il y a un problème et que l'éditeur fait défaut. C'est-à-dire que si j'ai un problème, c'est-à-dire que l'éditeur m'a payé mon avaloir mais que finalement il ne publie pas, ou que l'éditeur ne me fait pas ma reddition de compte, ou voilà, il y a quelques cas définis où on va pouvoir casser le contrat, et dans ces cas-là, l'avaloir reste acquis à l'auteur. Évidemment, si le contrat est cassé par la faute de l'auteur, par exemple, moi je suis l'éditeur, j'ai payé déjà la première moitié de l'avaloir à la signature du contrat à mon auteur, et mon auteur ne me rend pas son texte ou ses illustrations à la date prévue. Moi aussi, en tant qu'éditeur, j'ai le droit à ce mécanisme de la mise en demeure. Je vais pouvoir mettre en demeure mon auteur et lui dire « tu t'es engagé à me rendre ton travail au 15 janvier, on est le 30 janvier, j'ai toujours rien, donc maintenant, soit tu me remets ton travail d'ici 15 jours, un mois, soit je casse le contrat, parce que je ne peux pas me permettre d'attendre non plus, etc. » Donc là, évidemment, si le contrat est cassé au tort de l'auteur, l'auteur pourrait être amené à rembourser cet avaloir. Mais c'est le seul cas où ça pourrait se produire.
OK. Sur les tarifications conseillées dans les activités hors livre, donc les manifestations littéraires, les présences, dans les écoles et cetera, est-ce qu'il y a des endroits où la gratuité est admise? Alors je pense par exemple notamment à inviter un auteur sur un plateau télé ou, est-ce que toute activité hors livre, pour un auteur doit être rémunérée? Ou est-ce qu'il y avait ou non? Alors là, c'est à partager entre moi et Isabelle. Le principe de la gratuité, c'est pas interdit, hein. Donc j'ai le droit d'accepter, même d'aller à un salon, même d'aller à une dédicace, j'ai le droit d'accepter d'aller dans une école, à la télé, gratuitement. J'ai le droit de créer une illustration et d'autoriser, je sais pas moi, Médecins sans frontières à s'en servir d'affiches et d'outils de communication gratuitement. J'ai le droit d'autoriser Canal+ ou Hachette d'utiliser mon travail gratuitement. Ça, c'est la liberté de l'auteur. Maintenant, le principe, c'est si je travaille, si je cède un droit, je suis rémunéré. Je suis rémunéré pour chaque droit que je cède, je suis rémunéré pour chaque intervention que je dois faire. Donc, il n'y a pas un lieu où c'est gratuit par défaut ou automatiquement. Ensuite, c'est l'auteur qui est titulaire de son temps, qui est titulaire de tous les droits qu'il n'a pas déjà cédés à quelqu'un, et c'est à lui de voir au cas par cas s'il se trouve dans une situation où il a envie de le faire gratuitement. Les illustrateurs, par exemple, leur travail peut être utilisé de plein de manières beaucoup plus différentes qu'un texte. Parce que mon illustration, elle peut servir dans une BD, je peux faire une expo, je peux la vendre à un journal, etc., etc. Si moi j'ai envie de créer un logo, par exemple, c'est porteur de droit d'auteur. Toute création est porteur de droit d'auteur. Donc si je crée un logo pour ma belle-sœur, j'ai peut-être envie de lui donner l'utilisation gratuite. Maintenant, pour ce qui concerne le travail ou la présence d'un auteur, c'est assez facile parce que c'est lui qui va être présent. Donc il a le droit de décider tout seul, je viens gracieusement, etc. Si c'est un transfert de droit dont il s'agit, il n'y a pas de transfert de droit effectif et légal s'il n'y a pas un papier. Donc même quand on accepte de transmettre ou d'octroyer un droit d'utilisation gratuite de son travail, il faut que ce soit matérialisé dans un écrit. Alors, évidemment, quand c'est des situations de famille, de copains, etc., les gens ont tendance à faire abstraction de ça. Mais toute personne qui utilise le travail d'un auteur, même un tout petit peu, même en pastille, même une fois, etc., gratuite, enfin, sans avoir un papier signé de la main de l'auteur, c'est de la contrefaçon. Donc même quand on veut faire un cadeau à quelqu'un de son travail, on signe un papier pour dire j'autorise telle personne à faire telle utilisation gratuitement. Et quand on se présente pour aller travailler, alors même en télévision, moi j'ai eu vent plusieurs fois de personnes invitées sur un plateau dans une très grosse chaîne nationale qui était une femme et qui s'est rendu compte en sortant du plateau que les deux hommes qui avaient été invités avec elle sur le panel avaient été rémunérés et elle non. Et qui ne s'était pas posé la question, qui s'est dit on m'invite, je vais pouvoir parler de mon travail, etc. C'est une super occasion. Donc moi ça me fait plaisir, je suis gagnante. Ben, les autres ils parlaient de leur travail, ça leur faisait plaisir, ils étaient gagnants, mais ils étaient rémunérés. Donc même quand on se déplace pour un travail, pour une présentation gratuite, moi je recommande déjà de poser les questions, si tout le monde est rémunéré, moi aussi. Et puis c'est toujours mieux de signer des papiers. Alors, moi j'ai une casquette de juriste, donc j'essaie de chercher les problèmes pour les prévenir. Mais si moi je viens intervenir à la Fontaine aux Livres et que j'ai pas de papier, s'il m'arrive un accident sur le lieu où je me rends, etc., ben je ne serai pas couverte par les assurances, le droit du travail, etc. Donc moi je recommande toujours qu'il y ait un écrit pour qu'on ne puisse pas revenir. Même l'éditeur ou le diffuseur, ça le protège. Si j'ai signé un papier en disant oui, je viens me rendre gratuitement sur votre plateau pour discuter de ci et de ça, il est sûr que je ne vais pas changer d'avis le lendemain et lui dire ah je suis intervenu, c'est filmé, j'ai une preuve, j'ai pas été payé, etc.
hein. C'est-à-dire que le contrat, c'est pas juste pour embêter tout le monde, c'est pour assurer tout le monde. Vas-y. Peut-être juste pour compléter, c'est vrai que là, depuis 1 an, la charte, ce qu'on entend dans le milieu du livre, il y a un cas où en fait la question des auteurs, la rémunération des auteurs et de la gratuité peut se poser, c'est pour les libraires. En fait, tout ce qui est vraiment action de promotion, très souvent, on entend des auteurs qui disent oui, ben, le libraire, lui, il a un commerce qui fait que de toute façon, il va vendre mes livres et donc là, dans ce cadre-là, si c'est pas l'éditeur qui prend en charge, on entend en effet quand même que les auteurs, illustrateurs, acceptent d'intervenir, dans le cadre de promotion, très enfin, en tout cas très soutenues de leur ouvrage, sur des tables rondes. En tout cas, la question, en effet, elle se pose, mais c'est vrai que nous, on fait en sorte que toute intervention soit rémunérée, initialement. Mais sur des promotions fortes, voilà, c'est Disons que ce qu'il faut comprendre, c'est que la pratique en jeunesse, depuis très, très longtemps, c'est que souvent, si on est invité sur un salon un week-end, on aura négocié en amont, on acceptera de passer, son samedi sur le salon gratuitement, si on n'est pas payé pour les dédicaces. Si auparavant, le jeudi ou le vendredi, on aura fait des rencontres scolaires rémunérées au tarif de la charte. Voilà, c'est une question de dosage, mais quand même, les auteurs aujourd'hui sont quand même moins prompts à faire, des heures et des heures de dédicaces, sans être rémunérés, tout simplement parce que l'argument de la promotion, il marche pas beaucoup, il marche plus longtemps une fois qu'ils ont compris qu'ils auront vendu 10 livres et que les 0,5, les 2 sur le livre, ils les recevront dans 1 an et qu'ils auront passé leur samedi, voilà, pour ça. Donc, mais après, Nathalie, elle a raison, c'est une question de choix. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on dit aux auteurs quand ils nous posent la question. Il y a des auteurs qui fonctionnent comme ça. À chaque fois qu'ils sont invités quelque part, ils demandent à être rémunérés. Et puis, une fois par an, ils ont l'habitude d'aller faire la rencontre à l'école de leurs enfants, etc. Ils la font, celle-ci, ils la font gratuitement, mais c'est un choix. Voilà, il faut savoir où on met la gratuité, l'acte bénévole, où on le met. Et alors, en dehors de la rémunération pure, il ne faut pas oublier les défraiements. Hein. C'est-à-dire que même si vous acceptez de vous rendre quelque part gratuitement, et même si vous n'acceptez pas d'y aller gratuitement et que vous êtes payé, hein, il faut aussi faire acter le fait que on va au moins vous rembourser votre déplacement, hein, votre train, votre taxi, s'il faut, votre repas sur place, un hôtel si vous y passez la nuit, etc. Ça ne faut pas non plus que ça coûte à l'auteur. Hein. Et comme Isabelle est souvent amenée à le faire remarquer à certains auteurs un peu tête en l'air, hein, quand on fait sa facture à la collectivité locale, à l'éditeur, à n'importe quoi pour cet événement, on sépare ce qui est ma rémunération, si j'en ai une, et ce qui sont les frais à rembourser. Parce que sinon, on va se retrouver amené à payer des cotisations sociales et des impôts sur son sandwich dans le train, et ça, c'est dommage. C'est juste. Est-ce qu'il y a une différence de rémunération entre les auteurs de documentaires, de fiction en jeunesse? Ou est-ce qu'on peut considérer que c'est toujours à peu près les mêmes tarifs qui sont appliqués? Alors, ça devrait être les mêmes tarifs qui sont appliqués. Maintenant, que ce soit l'audiovisuel ou l'écrit, hein, on trouve souvent une différence de rémunération qui fait que les auteurs en documentaire sont moins bien rémunérés que les auteurs de fiction. Alors là, c'est pareil, un auteur de documentaire, faut qu'il ait aussi un autre réflexe, c'est-à-dire que très souvent, quand on est auteur de documentaire, on est amené à faire des recherches pour l'ouvrage sur lequel on va travailler. Et que donc là, les éditeurs en ont conscience, et que donc c'est important de penser à négocier une rémunération de ce temps de recherche. Donc soit une rémunération de ce temps de recherche comme un pigiste, hein, un forfait, un petit contrat de travail, etc. Soit une enveloppe qui va permettre d'aller à Lille, à telle bibliothèque spécialisée, passer 3 jours pour faire des recherches, de passer des coups de fil, peut-être à l'étranger, pour se renseigner sur un sujet ou un personnage célèbre, etc. Donc un auteur de documentaire, il a aussi cet axe-là qu'il faut qu'il réfléchisse, que ce temps de préparation soit pris en compte, parce que c'est pas que du temps de rédaction qui va lui être demandé ou d'illustration,
mais aussi beaucoup de recherche, etc. Pour les auteurs de l'écrit, ça va être de la recherche documentaire, hein, historique, culturelle, n'importe quoi. Pour un illustrateur, ça va être la même chose. Il va devoir se renseigner sur si je dois refaire des portraits de quelqu'un de connu, il faut que je trouve des sources, il faut que je m'assure que ces sources, elles sont libres de droit ou dans le domaine public, hein. Si ce n'est pas le cas, il faut que l'éditeur aussi en prenne conscience et dire attention, moi je vais faire cette recherche et cette création sur le prix pour lequel on s'est mis d'accord, mais s'il y a des achats de droits liés à l'ouvrage auquel je participais, ils ne sont pas à ma charge, ils sont à ta charge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête spécifiquement pour le documentaire. Il n'y a aucune raison matérielle ou économique, ça ne coûte pas plus cher d'imprimer un ouvrage sur Napoléon ou une BD de Tintin, hein. Donc, il n'y a pas de raison matérielle objective pour qu'un auteur du documentaire soit moins rémunéré qu'un auteur de fiction, mais ça a tendance à être un peu le cas quand même. Et du coup, à quel moment c'est intéressant pour un auteur d'avoir un agent? Alors, c'est toujours intéressant d'avoir un agent, pour peu qu'on ait un bon agent, hein. L'assistance juridique des auteurs, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre, parce que même quand on est face à un éditeur parfaitement honnête, ouvert à la négociation, etc., c'est vrai qu'ils sont la partie faible au moment de la signature du contrat. Donc, il y a 3 types de personnes qui peuvent aider des auteurs. Il y a des juristes comme moi. Alors, il y a une juriste à la Charte, il y a une juriste à la Ligue, il y a des juristes à la SGDL, à la SOFIA, à la CEF, à la DAGP. Donc déjà, c'est prendre conscience qu'il y a ce tissu juridique qui est là pour les aider. Il y a les agents. Alors, le juriste, il est là pour négocier le problème avant ou une fois qu'il se pose, etc. L'agent, il est plus là, c'est plus quelqu'un qui va connaître le paysage, c'est-à-dire qu'il va savoir quel bon éditeur, personne physique, et dans quelle société d'édition en même temps. Pourquoi c'est pas la peine d'envoyer un bouquin chez Grasset aujourd'hui parce qu'ils ont déjà 2000 trucs à lire en retard et que donc il vaut mieux viser telle personne si on veut avoir une réponse. Voilà. L'agent, sa spécialité, c'est la connaissance du terrain professionnel. Et puis il y a l'avocat qui est plutôt là quand il y a un problème pour aller en justice, qui est plutôt là en fin de chaîne, hein, pour le judiciaire, parce que l'avocat ne va pas forcément connaître tous les éditeurs et il ne va pas connaître, comme les juristes en association, voilà, ce qui se passe dans les contrats en ce moment, sur quoi ça change, etc. Il va avoir une optique beaucoup plus, avec une interprétation beaucoup plus stricte de la loi, l'avocat, parce qu'il est là pour trancher et préparer un litige judiciaire. L'agent, c'est toujours intéressant d'en avoir un parce que ça fait un intermédiaire, hein. L'éditeur, souvent, a un juriste ou un avocat externe vers lequel il peut se retourner. C'est équilibré que l'auteur ait aussi quelqu'un qui l'assiste dans la négociation du contrat. Maintenant, par exemple, en audiovisuel, les producteurs sont habitués à ce que tout le monde ait un agent. Et si on leur dit « j'ai pas d'agent », ils sont un peu surpris. Et de toute façon, un auteur ne signera pas sans agent. Donc au pire, s'il n'en a pas, il va se faire assister de la SACD, par exemple, la Société des auteurs compositeurs dramatiques, qui s'occupe du répertoire audiovisuel. L'édition, c'est plus compliqué, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agent, il est payé 10% de ce que touche l'auteur. Il touche 10% de ce que touche l'auteur, et il le touche à la même périodicité que l'auteur. Et que très souvent, les auteurs, comme ils ne sont pas rémunérés à des taux totalement flamboyants, hein, si j'ai un auteur du livre qui a un avaloir de 1 000 €, ça veut dire que moi, au moment de la signature du contrat, ou en 2 fois agent, je vais toucher 100 €. Hein. Et si mon auteur n'a que 2,5% d'un livre vendu 8,95 €, il va falloir que j'espère que ce soit le nouveau Harry Potter pour que 10% de ça. Voilà. Donc le problème des agents dans le domaine de l'édition, c'est qu'il leur faudrait beaucoup d'auteurs pour gagner leur vie, très prosaïquement. Et que donc, entre guillemets, un auteur, hormis grand succès, notoriété absolue, etc., n'est pas rentable pour un agent. Parce qu'un agent qui représente 300 personnes ne va pas pouvoir défendre 300 personnes vraiment très bien.
Donc, il faut essayer de trouver un jeu. Donc, très souvent, trouver un agent quand on travaille dans le domaine du livre, ça va se passer soit parce qu'on a la chance d'avoir un succès énorme de librairie et que donc on se dit « ouais, mais là, sur le volume, ça devient intéressant de représenter cette personne ». Ou alors quand un de leurs livres ou un scénario qu'ils ont écrit va passer en audiovisuel. Où là, les minimums garantis sont beaucoup plus intéressants. Donc le minimum garanti, c'est en audiovisuel l'équivalent de la Valoir en édition. Et que donc là, on se dit, bon, pour peu que ça marche, pour peu que le projet aille jusqu'au bout, il y a véritablement de quoi gagner sa vie en tant qu'agent. C'est pour ça qu'en attendant d'avoir un agent, c'est vraiment important que les auteurs d'abord se forment un petit peu là où ils peuvent, en masterclass à la Charte ou ailleurs, pour déjà comprendre leur contrat. Et puis qui tirent sur toutes les ressources qui sont déjà à leur disposition, qui sont quand même pas nulles. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'image fixe, la CEF et la DAGP ont des services juridiques aussi. Ils établissent des barèmes annuels sur les prix qu'ils recommandent par type d'utilisation de leurs images. Donc ça leur fait une référence quand ils ont besoin de négocier. Ils ont des services juridiques qui peuvent les aider soit à négocier, soit prendre en charge cette négociation et parfois aller jusqu'à un procès si jamais il y en a avoir un. La SOFIA pour les auteurs de l'écrit a aussi des juristes. Moi, je suis là à la Charte et la plupart des sociétés d'auteurs ont des juristes à disposition. Donc déjà, ne pas hésiter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question stupide. Il vaut mieux se poser la question stupide avant de signer le contrat, plutôt que de signer un contrat qui, dans l'ensemble, ont une durée de vie énorme, puisque les 3/4 des éditeurs font signer des contrats pour la durée du droit d'auteur. Donc c'est toute la vie de l'auteur plus 70 ans. Ça vaut le coup de prendre quelques jours pour le lire et le comprendre avant de le signer. D'accord, et une dernière question du coup qui est posée par, une éditrice qui demande, en tant qu'éditeur du coup, sur quel point il faut être vigilant lorsqu'on signe un contrat avec un auteur ou un illustrateur pour que la collaboration soit équilibrée et équitable? Alors, la question de « il faut faire attention à quoi ?» Moi, j'ai tendance à dire « il faut faire attention à tout ». Les illustrateurs, comme leur travail a beaucoup plus de potentiel d'utilisation individuelle, c'est-à-dire séparé du texte, par exemple. C'est-à-dire que si j'écris une BD, si je publie une BD, pardon, je peux imaginer des utilisations de l'image sans le texte. En revanche, il va y avoir beaucoup moins d'utilisation, en tout cas qui me viennent à l'esprit tout de suite, du texte sans l'image. Parce que là, ça va être très éparse et un peu compliqué. Donc déjà, c'est de bien cadrer les utilisations qu'on pourrait vouloir faire. Les éditeurs essayent toujours de prendre tous les droits. Les producteurs audiovisuels essayent aussi de prendre tous les droits parce qu'ils ont envie de s'économiser des renégociations potentielles dans le futur. Maintenant, les éditeurs, quand on prend les droits à un auteur, on a des devoirs vis-à-vis de cet auteur. Donc les droits que je prends, soit je suis obligée par la loi de les exploiter, donc c'est le cas de l'impression papier, de l'impression numérique, de devoir faire des rééditions de comptes et des paiements de droits, etc. Tous les autres droits que je vais pouvoir prendre, d'adaptation, par exemple des traductions, du multimédia, de je sais pas quoi, de l'audiovisuel, je suis obligée de rechercher des débouchés. Je ne suis pas obligée d'y arriver, mais je suis obligée de mettre en œuvre quelque chose pour rechercher des débouchés. Et si je ne le fais pas, potentiellement, l'auteur pourrait vouloir venir récupérer certains droits que je n'ai même pas cherché à exploiter. Là où il faut faire attention avec les illustrateurs, c'est que quand je signe un contrat de cession de droits, je cède des droits. Je ne cède pas la propriété de mes illustrations. Donc, typiquement, dans 9 contrats sur 10, si ce n'est pas 10 sur 10, les éditeurs prennent des droits d'utilisation et d'adaptation des illustrations. Ils n'achètent pas la propriété des illustrations. Ce qui veut dire que c'est l'auteur-illustrateur qui reste propriétaire de ses originaux. Et ce concept d'original existe même si je crée en numérique directement. Donc ça veut dire que mon droit de propriété me laisse exploiter certaines choses. Déjà, tous les droits que je n'ai pas cédés, je les conserve. Mais par exemple, si je suis propriétaire de mes originaux, j'ai le droit de les vendre, sans demander la permission à l'éditeur. J'ai le droit de créer une exposition avec mes planches originales, etc.
sans demander l'autorisation à l'éditeur. Donc, c'est important de baliser ça dans les contrats. C'est important pour les deux parties, hein, parce que l'auteur a besoin de savoir clairement, est-ce que je peux faire une expo? Est-ce que je peux faire une expo payante? Si je fais une expo, est-ce que je vais pouvoir faire une affiche sur la base d'une de mes illustrations, etc. Et l'éditeur qui ne voudrait pas laisser l'illustrateur faire ça, il faudrait qu'il le précise dans le contrat pour l'encadrer. Et si l'éditeur veut acheter les originaux, c'est un acte de vente. Donc c'est un prix séparé de la cession de droit qui doit être négocié, soit un prix à la planche, au dessin, au je ne sais pas quoi, mais qui doit être encadré, qui est en plus du droit d'utiliser le travail. OK, merci. Du coup, peut-être qu'on peut conclure juste, on est en janvier 2023, donc sur les projets de cette année, peut-être, Anne, pour un petit mot de conclusion? Oui, tout à fait. Alors dans les projets, qu'on conduit, c'est vrai que tout à l'heure on n'a pas forcément évoqué, mais donc on a aussi au sein du conseil d'administration des commissions. Donc on a ces projets en tout cas réguliers, d'action culturelle, notamment le voyage à Bologne et Émergence qui sont vraiment, inscrits dans nos agendas. Il y a tous les projets, politiques qui surviennent en cours d'année et les sollicitations dans le cadre de négociations, pour lesquelles on décide ou non de prendre, parti. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'il y a vraiment une question aussi de temps, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué là la question de comment rémunérer les auteurs, la gratuité, en fait, quel est le minimum, le cadre légal? On voit qu'on n'en a pas et je pense qu'il y a une vraie problématique, il y a un vrai enjeu, je dirais même quasiment d'éveil des consciences sur la question de, les artistes auteurs et la charte, je l'ai dit ce matin à un partenaire, ne sont pas des petits débrouillards, qui se débrouillent tant bien que mal, pour faire en sorte de faire des choses gratuitement et je pense que ça, il y a collectivement, la volonté en fait de changer cette, vision des choses et cet état d'esprit. Il y a une rémunération autour de la création, qui doit être constante et qui doit être défendue donc ça, c'est un enjeu fort qu'on continue de défendre dans nos actions au niveau politique et c'est difficile. Et ça, je pense que c'est important que ce soit entendu de la part des éditeurs, des membres de La Fontaine Olive. C'est difficile de le faire entendre auprès des pouvoirs publics parce qu'il y a une habitude quand même autour de la gratuité et puis de rémunération faible pour ce qui concerne la littérature jeunesse. Peut-être aussi que c'est lié à la question aussi d'une littérature adressée à l'enfance et puis d'une reconnaissance aussi assez globale, générale, de l'enfance aussi, dans ce pays, de la création artistique qui s'adresse à ce public. Donc ça, c'est un travail de fond, qu'on doit faire aussi collectivement sur, la valeur de ce travail, adressé à ce public, jeune. Donc on continue la professionnalisation, donc les masterclass juridiques notamment qui seront reconduites. On a aussi des ateliers d'autodéfense émotionnelle parce qu'on a tout un volet aussi sur la question de l'égalité et l'idée c'est vraiment aussi de poser aussi ce cadre-là de réflexion, de discrimination qui peuvent être aussi liés au genre parce qu'en effet, c'est très féminin à la charte dans ce conseil d'administration. Nathalie aussi beaucoup sollicitée, on a fait le point avec elle cette semaine, par des femmes, autrices et illustratrices aussi en jeunesse, qui se retrouvent aussi confrontées à des enjeux d'une meilleure rémunération. Donc ça, c'est un projet important. Autour de la diversité aussi, on espère qu'on pourra lancer un projet autour de podcast pour évoquer cette question-là aussi du point de vue des auteurs, comment réfléchir à la question de la diversité, d'une meilleure représentation dans la production. Et un volet aussi écologie, parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de publications qui sont faites par le syndicat national de l'édition, le ministère de la Culture, la fédération interrégionale du livre aussi sur la filière du livre et comment aussi elle peut améliorer ses pratiques en termes d'écologie. Donc les auteurs, ils ont aussi voulu se positionner parce que souvent dans ces projets, on n'inclut pas les auteurs là aussi d'emblée comme si c'était pas une valeur économique dans la filière du livre et la lecture, mais comment aussi les auteurs, eux, peuvent le penser. Et puis, moi, je vais chercher des financements, nouveaux et autres. On se pose la question aussi d'avoir plus d'adhérents, donc on invite aussi tous les acteurs à relayer, notre appel, à adhésion. Et puis je pense qu'on croit tous aussi vraiment à cette valeur d'une rémunération
juste, approprié et proportionnel. C'est le cadre d'une campagne qu'on fait en ce moment à l'attention des auteurs illustrateurs jeunesse, mais pas uniquement, et que ça a un effet bénéfique et ça, on le croit aussi pour, l'ensemble des acteurs du livre et de la filière du livre, de valoriser ce travail de création. C'est pas juste un discours et ça, c'est important aussi de l'avoir à l'esprit. On soutient aussi autant que possible, les festivals et salons du livre jeunesse. Il va y avoir les états généraux des salons du livre jeunesse par la SOFIA, parce qu'ils viennent aussi poser la question aujourd'hui du soutien financier des collectivités territoriales, locales pour ces salons du livre. La ministre de la Culture l'a rappelé cette semaine, mais aussi quel choix on fait aussi au niveau des budgets pour la culture des publics en fait, qui sont sur le territoire. Donc toutes ces questions-là, nous aussi, on est aussi partenaires des autres partenaires pour rappeler et défendre aussi les enjeux autour du maintien d'un réseau de salons, de festivals, de rencontres autour du livre et de la lecture, les plus justes qui soient. Donc tout ça est éminemment politique et autour de la littérature de jeunesse. Un grand merci Anne-Claire pour cette présentation, Isabelle Dubois, Nathalie Chambaz. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions qui étaient posées par les adhérents de Fontaine aux Livres. Et c'était vraiment particulièrement intéressant de voir ce point de vue de l'auteur et de l'illustrateur jeunesse. Nous, à Fontaine aux Livres, on travaille avec l'ensemble de la chaîne éditoriale. Donc, on a évidemment des auteurs, des rédacteurs, des illustrateurs, mais aussi des éditeurs, des agents, des graphistes. Voilà. Donc, vraiment, toute la chaîne du livre est représentée. Et du coup, je pense qu'on comprend bien à quel point vous êtes un interlocuteur vraiment essentiel sur cette chaîne-là. Donc voilà, donc je vous remercie sincèrement et on ne manquera pas de faire appel à vous, à vos connaissances, à vos compétences pour toutes les questions qui peuvent se poser sur les questions des droits des auteurs jeunesse. Oui, Merci. je complète aussi pour dire qu'en effet, sur le site, il y a nos coordonnées. On est toutes vraiment disponibles pour, là aussi, en effet, ce travail qu'on fait pour nos membres, pour le faire pour l'ensemble de l'interprofession, vraiment de communiquer sur les bonnes pratiques. Et je pense que tout ce travail aussi qu'on fait au niveau institutionnel, de lien avec les partenaires, nous donne une bonne visibilité des politiques autour du livre et de la lecture, de la création aujourd'hui, du statut de l'artiste-auteur. Donc, on est un référent important, je pense, pour d'autres acteurs. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Merci. Au revoir. Au Au revoir, revoir. merci. Merci.